dans les couloirs feutrés des hôpitaux parisiens, où les murmures des blouses blanches se mêlent aux échos d'une vie dédiée à la chanson, Eddie Mitchell, icône intemporelle de la variété française, affronte une épreuve qui bouleverse ses admirateurs. À 83 ans, l'artiste, dont la voix rauque a bercé des générations entières avec des tubes comme La Dernière Séance ou Couleur menthe, Allô, vient de subir une intervention chirurgicale délicate. Les nouvelles filtrent au compte-gouttes, confirmant une dégradation visible de son état de santé. Dans une confidence rare, rapportée par ses proches, il aurait murmuré ces mots lourds de sens. Il sent que le rideau pourrait bientôt tomber sur sa scène personnelle. Ce récit, tissé de souvenirs, d'analyses et de témoignages, explore les contours de cette fragilité nouvelle, sans jugement hâtif, mais avec la précision d'un regard journalistique exercé. Eddie Mitchell naît le 3 juillet 1942, dans le 9e arrondissement de Paris, un quartier où les odeurs de pain frais se disputent avec celles des ateliers mécaniques. Fils d'un père mécanicien et d'une mère au foyer, Claude Moine, son vrai nom, grandit dans un modeste appartement haussmannien, entouré de posters jaunis de cow-boys hollywoodiens. Dès l'enfance, la musique s'infiltre dans son quotidien comme une échappatoire aux rigueurs de l'après-guerre. À 8 ans, il gratte déjà une guitare empruntée à un oncle, imitant les airs de Gene Vincent qui crachotent sur les postes de radio à lampe. Cette passion naissante n'est pas un caprice. Elle devient un refuge contre les brimades scolaires et les contraintes familiales, où l'argent manque souvent pour un simple disque de rock'n'roll. Les années 1950 marquent son immersion dans le tumulte du rock américain, importé via les ondes de Radio Luxembourg. À 14 ans, il fonde son premier groupe, les Chaussettes Noires, avec des copains du quartier. Leurs répétitions se déroulent dans des garages enfumés, sous les regards mi-amusés, mi-sévères des parents. Le succès arrive vite. En 1961, leur premier 45 tours, Pardon Chloé, grimpe dans les hit-parades. Eddie, avec sa silhouette élancée et son sourire en coin, incarne alors le rebelle parisien, un peu trop maigre pour les podiums, mais assez charismatique pour les foules. Cette période forge son style, une voix éraillée, inspirée des pionniers du blues, alliée à des textes qui sentent la bitume et les néons. Les critiques de l'époque notent déjà cette authenticité brute, loin des artifices de la chanson à texte. Pourtant, derrière les applaudissements, des fissures apparaissent, les tournées épuisantes, les disputes internes au groupe et les premiers signes d'une vie nocturne qui ronge les nerfs. À 19 ans, après le démantèlement des Chaussettes Noires, Eddie entame une carrière solo. Son premier album, Sur la route de Memphis en 1964, pose les bases d'un répertoire imprégné de country et de rock. Les ventes explosent, mais l'artiste reste ancré dans ses racines. Il refuse les strass de la célébrité pour des tournées en combi Volkswagen, dormant parfois dans des motels de province. Cette humilité, mêlée d'une mélancolie latente, transparaît dans ses chansons, où l'amour se teinte toujours d'un voile de tristesse. Les observateurs soulignent comment ses débuts modestes ont sculpté un homme résilient, capable de transformer les échecs en carburant créatif. Ainsi, des garages parisiens au stade bondé, le chemin d'Eddie Mitchell dessine les contours d'une légende naissante, prête à défier les décennies. Les années 1960 propulsent Eddie Mitchell au rang de superstar national. Son timbre grave, teinté d'un accent parisien gouailleur, séduit un public friand de rupture avec la chanson française traditionnelle. En 1965, il est 5 heures, Paris s'éveille, coécrit avec Gainsbourg.
devient un hymne urbain, capturant l'essence d'une capitale qui ne dort jamais. Les disques s'écoulent à des centaines de milliers d'exemplaires. Les fans, des adolescents en blouson de cuir aux mères de famille, se pressent au guichet des salles de concert. Eddie, alors dans la vingtaine, navigue entre les plateaux télévisés et les studios d'enregistrement, multipliant les collaborations avec des pointures comme Johnny Hallyday, avec qui il partage une amitié forgée dans les fumées de la rock scene. Pourtant, cette gloire fulgurante cache des tourments intérieurs. En 1968, au cœur des événements de mai, Eddie refuse de s'aligner sur les discours militants, préférant chanter l'errance individuelle plutôt que la révolution collective. Ses textes, comme dans les Cracks, 1970, explorent les marginaux, les paumés de la société de consommation naissante. Les analystes musicaux décèlent ici une maturité précoce. Eddie n'est plus le gamin rocker, mais un conteur qui dissèque les illusions du rêve américain, transplanté en banlieue française. Sa voix, qui s'étoffe avec les années, porte une charge émotionnelle accrue, influencée par des tournées aux États-Unis où il côtoie Dylan et Presley. La décennie suivante consolide son statut. En 1975, Rocking Chair marque un virage bluesy, avec des arrangements minimalistes qui mettent en valeur sa guitare slide. Les critiques saluent cette évolution. Eddie, à 33 ans, maîtrise désormais le métier, alternant tubes grand public et albums conceptuels. Ses apparitions au cinéma, dans La Bête humaine ou des westerns de spaghetti, diversifient son image, le posant en cow-boy mélancolique des ondes. Mais au-delà des projecteurs, des choix personnels émergent. Il s'installe en Normandie, loin du tourbillon parisien, pour élever sa famille. Cette retraite relative n'entrave pas sa productivité. Au contraire, elle infuse une profondeur nouvelle à ses compositions, où la route devient métaphore d'une existence nomade. Ainsi, des frénétiques 60s aux 70s introspectives, l'ascension d'Eddie Mitchell trace un sillon indélébile dans le paysage musical hexagonal, un équilibre précaire entre éclat et ombre. La sphère intime d'Eddie Mitchell, gardée jalousement des regards extérieurs, révèle un homme attaché aux liens durables au milieu des tempêtes artistiques. En 1961, à 19 ans, il épouse Françoise Lavie, une rencontre fortuite lors d'un concert en province. Leur union passionnée mais tumultueuse donne naissance à 3 enfants. Eddie Moine, l'aîné passionné de musique, Marilyn Moine, qui embrasse une carrière dans les arts, et Pamela Moine, la cadette discrète. Ces années familiales, bercées par les premiers succès, sont marquées par des déménagements incessants, des maisons de campagne où les enfants apprennent à jouer de la guitare sur les genoux de leur père. Eddie, père absent par nécessité professionnelle, compense par des lettres manuscrites et des disques dédicacés, des gestes qui forgent une complicité silencieuse. Le divorce en 1979, après 18 ans de mariage, ébranle cet équilibre. Les raisons, évoquées sobrement dans des interviews ultérieures, tournent autour des incompatibilités nées de la célébrité, tournées interminables, tentations de la route. Pourtant, aucune amertume publique. Eddie maintient un respect mutuel avec Françoise, veillant à ce que les enfants ne subissent pas les éclats du scandale. C'est en 1980 qu'il rencontre Muriel Bailleul, une femme au tempérament calme, qui deviendra son ancre. Leur mariage, célébré dans l'intimité normande, instaure une stabilité bienvenue. Muriel, loin des feux de la rampe, gère les coulisses de la carrière d'Eddie. Agenda, contrat, et surtout, les moments de doute où la voix faiblit après une nuit blanche. Cette seconde vie conjugale infuse une sérénité nouvelle
dans les chansons des années 1980, comme Petit, Petit 1983, où l'amour filial et conjugal se mêle à l'humour tendre. Les enfants, désormais adultes, gravitent autour de ce noyau familial. Eddie Junior produit parfois les albums paternels, Marilyn organise des expositions photos sur l'héritage rock, et Pamela cultive un jardin bio qui fournit les repas dominicaux. Les observateurs notent comment ces relations, tissées de discrétion, contrastent avec l'image publique d'Eddie. Le chanteur solitaire cache un pilier familial solide. Des anecdotes filtrent, des Noëls à cheval entre Paris et la campagne, des barbecues où les rires fusent sur des reprises acoustiques. Pourtant, des ombres persistent. Les regrets d'absence passée, les maladies infantiles gérées à distance. Cette trame privée, loin des tabloïds, humanise l'icône, montrant un Eddie Mitchell qui, sous la panoplie de stars, reste un époux, un père, cherchant l'équilibre dans un monde qu'il a souvent emporté par la vague. Longtemps, Eddie Mitchell a incarné la robustesse d'un routier du rock, enchaînant les miles sans broncher. Pourtant, dès les années 1970, des signaux discrets alertent son entourage. Une laryngite chronique, née des excès vocaux sur scène, l'oblige à des pauses forcées après la tournée de Midi dans la peau des Indiens. Les médecins prescrivent alors des inhalations et un repos vocal, mesure qu'il suit avec une discipline surprenante pour un esprit libre. Cette fragilité naissante n'empêche pas les albums. La ballade des gens heureux, 1975, sort dans les délais, sa voix plus veloutée qu'auparavant, comme affinée par l'adversité. Les années 1990 apportent leur lot de défis. À 50 ans, un accident de moto en Normandie, une glissade sur route mouillée, lui vaut une fracture du poignet droit, celui qui gratte les cordes. La rééducation, laborieuse, dure 6 mois. Eddie, cloué au lit, compose des ballades introspectives, transformant la douleur en matériau lyrique. Le cimetière des éléphants, 1998, porte la trace de cette période, des textes sur la finitude, chantés d'une voix qui craquelle par endroits. Ses collaborateurs notent une évolution. L'artiste, jadis invincible, intègre désormais la vulnérabilité dans son art, rendant ses performances plus poignantes. Les fans, lors des concerts de retour, applaudissent cette authenticité, ignorant les nuits d'insomnie post-opératoire. Au tournant des années 2000, des problèmes cardiaques émergent. Une angine de poitrine en 2005, diagnostiquée après un malaise en studio, impose un pontage mineur. Eddie, stoïque, annule 2 dates européennes, mais reprend vite le micro, affirmant dans une rare confidence « La musique est son meilleur médicament ». Cette résilience impressionne les spécialistes. À 63 ans, il défie les statistiques des rockers usés par la route. Les analyses médicales soulignent alors un mode de vie équilibré, tabac modéré, vin fin sans excès, marche quotidienne en forêt normande, qui atténue les risques. Pourtant, des échos persistent, des annulations sporadiques, des voix off lors d'interviews radio. Ces épisodes, traités avec discrétion, préfigurent les épreuves plus graves. Eddie, fidèle à son ethos, refuse les biographies larmoyantes, préférant que sa santé reste un fond sonore, pas le refrain principal. Ainsi, ces alertes, espacées mais cumulatives, dessinent un parcours où la chair mortelle rattrape peu à peu l'esprit indomptable, préparant le terrain à l'orage de 2024. L'automne dernier, une pneumonie sévère frappe comme un uppercut. Hospitalisé d'urgence à Paris, Eddie passe 3 semaines en soins intensifs, sa voix réduite à un murmure. La bactérie, tenace, résiste aux antibiotiques initiaux. Les bulletins médicaux parlent d'une inflammation pulmonaire aggravée par l'âge. Libéré pour Noël, il entame une convalescence longue,
annuler sa participation à un gala caritatif. Les proches, vigilants, installent un humidificateur permanent dans sa maison et des séances de kinésithérapie respiratoire deviennent routine. Cette crise, la plus médiatisée à ce jour, révèle une fatigue accumulée, des quintes de toux qui interrompent les enregistrements, une silhouette amaigrie sur les rares photos paparazzi. Les experts en pneumologie expliquent comment, chez les octogénaires, une telle infection peut laisser des séquelles durables, affaiblissant le système immunitaire pour les assauts futurs. Eddy, dans une interview téléphonique mi-2024, minimise. Il parle de rebond, de nouvelles chansons en gestation. Mais les observateurs discernent un tournant. La route, jadis infinie, semble désormais bornée par des barrières invisibles. Ses jalons santés, de la gorge irritée aux poumons encrassés, composent un tableau progressif de déclin, où chaque bataille gagnée coûte un peu plus cher en vitalité. Début septembre 2025, dans la discrétion d'une clinique privée du 6e arrondissement, Eddy Mitchell franchit les portes d'un bloc opératoire pour une intervention qualifiée de délicate par les initiés. Les détails, gardés sous scellé par le staff médical, pointent vers une complication liée à la pneumonie résiduelle, une sténose laryngée, où l'inflammation chronique a rétréci les voies aériennes supérieures. L'opération menée sous anesthésie locale pour minimiser les risques cardiaques dure près de 4 heures. Le chirurgien, un spécialiste ORL réputé pour ses interventions sur des voies professionnelles, procède à une laryngoplastie, élargissant les tissus fibrosés à l'aide de lasers et de greffes minces. Eddy, conscient partiellement, serre la main de Muriel tout au long du processus, son regard trahissant une anxiété contenue. Les suites immédiates sont éprouvantes. En salle de réveil, une sonde trachéale assure la ventilation, tandis que des antidouleurs intraveineux combattent une douleur sourde à la gorge. Les premiers jours, l'artiste ne peut avaler que des bouillons tièdes, sa voix limitée à des grognements. Les bulletins, transmis à la famille, évoquent une récupération prévisible mais lente, 2 semaines d'hospitalisation, suivies de 6 mois de rééducation vocale. Des examens complémentaires, scanner thoracique, l'échographie cardiaque, confirment l'absence de métastases infectieuses, mais soulignent une fragilité globale. Un poids descendu à 65 kg, une saturation en oxygène instable. Muriel, veillant au chevet, coordonne les visites. Les enfants alternent, apportant des livres audio et des playlists de blues apaisants. Eddy, lucide malgré la fatigue, esquisse des sourires, murmurant des blagues sur sa voix de gravelotte en mue. Au-delà de la procédure technique, cette opération cristallise un basculement personnel. Dans une confidence recueillie par un ami proche, Eddy aurait lâché les yeux rivés au plafond. « Je sens que c'est la dernière. » Ligne droite, comme un vieux 45 tours qui raye à la fin. Ces mots, lourds d'un fatalisme poétique, filtrent via des cercles restreints, provoquant un frisson chez les fans. Les analyses médicales contextualisent, à 83 ans, une telle intervention sur les cordes vocales porte un risque de dysphonie permanente, altérant irrémédiablement l'outil de travail d'un chanteur. Pourtant, Eddy refuse le repos absolu. Dès la 3e semaine, il griffonne des paroles sur un carnet, sa plume tremblante traçant des vers sur l'adieu aux scènes. Les proches tempèrent, cette dégradation visible, joues creusées, démarche chancelante sur les photos floues, n'est pas synonyme d'abandon, mais d'un ajustement forcé. La clinique, avec ses jardins ombragés, où il marche appuyé sur une canne, devient un cocon temporaire, loin des flashs.
Cet épisode chirurgical, donc, n'est pas qu'un acte médical. Il marque l'intersection brutale entre corps et légende, où le scalpel révèle les contours d'une finitude longtemps niée, longtemps niée, longtemps niée.